Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. On part tout de suite pour le Brésil où les nouvelles en provenance où se déroulent donc les Jeux Olympiques sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Les deux sprinteuses ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou se sont qualifiées aujourd'hui pour les demi-finales du 100 mètres femmes. Muriel Aouré a terminé la course avec un chronomètre de 11 secondes 17. Elle a été devancée par la Britannique Désirée Henry. Marie-Josée Talou est passée quant à elle avec un temps de 11 secondes 1 derrière la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser. Le sprinter ivoirien Ben Youssef Meïté s'est qualifié aussi pour les demi-finales du 100 mètres hommes. Il a terminé en signant le deuxième temps 10 secondes 3 des 8 séries derrière l'américain Justin Gatlin. Avec ses performances, l'espoir pour les Ivoiriens de monter sur le podium se profile à l'horizon. Peut-on relever le défi avec Gabriel Tiako? Pour en discuter, nous avons un invité sur ce plateau. Bonsoir, M. Seydou Koulibaly. Bonsoir Marie-Laure. Vous êtes un journaliste sportif. Oui. Alors, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou et Meïté se sont qualifiés pour les demi-finales. Comment analysez-vous leur performance? Il faut dire que c'est une grosse performance. Avoir deux sprinteuses ivoiriennes en demi-finale des JO, c'est déjà très impressionnant. Parce que elles font partie du quota des meilleures sprinteuses mondiales. Ce sont des filles qui se sont signalées tant au niveau international dans la Diamond League que dans les championnats. Talou a été double médaillée d'or aux derniers Jeux africains. Et Aouré a été aussi médaillée d'or aux derniers Jeux africains. Donc ce sont des filles qui sont connues sur le plan international et qui l'ont montré et qui dans plusieurs compétitions internationales ont déjà battu des filles qu'on connaît comme étant le quota du sprint international. Donc aujourd'hui il y a vraiment de l'espoir. Vous l'avez annoncé tout à l'heure en parlant de Gabriel Tiako. C'est vrai, il y a eu en 64 d'abord Gaoussou Koné, premier finaliste de l'histoire, finaliste noir de l'histoire de l'athlétisme africain sur un 100 mètres. Après, il y a eu Gabriel Tiako, premier Ivoirien médaillé d'argent à Los Angeles en 84. Et aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire a des réelles chances d'avoir une médaille. Et Muriel s'est qualifiée sans forcer. Oui, sans forcer, parce qu'il ne faut pas tenir compte de la performance actuellement. C'est les performances à venir. La performance actuellement n'est pas importante. Ce qui était important, c'était d'être parmi les deux premières pour se qualifier. Elle l'a fait. C'était l'essentiel d'abord. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est en train de réserver ses forces peut-être pour la suite? Comme toutes les autres concurrentes. On a vu par exemple la série dans laquelle Talou a couru. Elle a dû tirer un peu un peu forcé parce que du coup il y avait Shelly Ann Fraser qui allait très fort, qui a tiré tout le monde. Il fallait on prendre va regarder donc cette performance de Marie-Josée Talou et puis nous allons en reparler. En 2015 et surtout une saison exceptionnelle du monde entre l'individuel et le relais. C'est une légende du sprint féminin. Ce qui va permettre de voir ça bien part très bien pour Zambie là-bas, et qui craque ensuite. Marie-Josée Talou est dans le coup, Kambundji aussi. Fraser Price est devant et ça va passer pour les deux. Fraser Price qualifié et Marie-Josée Talou est qualifiée comme prévu pour les demi-finales, comme Muriel Aouré tout à l'heure. Voilà Marie-Josée Talou. Oui, qui nous a impressionné aujourd'hui. Oui, impressionné. Il faut dire que cette course était une sorte de signaux que ces deux athlètes se sont lancés. N'oublions pas que Talou a battu Shelly Ann Fraser récemment dans la Diamond League. Elle en a pris ombrage un peu. Et là, quand elle a vu Talou sortir aux 60 mètres devant, elle a dû forcer et elle a fait un chrono de marque mondiale. D'abord, Fraser en 10,96 et Talou a dû tirer pour arriver à 11,01. Et je pense que c'est un chrono qui permet d'espérer une finale olympique déjà. Donc on peut veiller ce soir. On peut veiller ce soir et espérer une médaille. Relever le défi. Et relever le défi parce qu'il y a longtemps que la Côte d'Ivoire attend une médaille olympique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les sprinteuses, et aussi, il ne faut pas oublier les sprinteurs, il y a aussi Meïté, on va en parler tout à l'heure. Okay. Alors, vous avez dit on va réveiller parce que justement, il y aura la finale. La demi-finale, c'est pour aujourd'hui. Et puis la finale demain pour les sprinteuses chez les dames. Non, chez les dames, la finale, les demi-finales et les finales se disputent ce soir. Ce soir. À quelle heure précisément? Parce qu'il faut qu'on soit... À minuit 00, vous avez la première demi-finale, la première série dans laquelle va courir Muriel Aouré. Et 7 minutes après, vous avez la deuxième demi-finale dans laquelle va courir
Talou. Et 21 minutes après, vous avez la troisième série. Et pour expliquer un peu aux gens, il faut comprendre qu'on prend les deux meilleurs, les deux premières de chaque série, plus les deux meilleurs troisième temps pour compléter, pour faire les 8 couloirs. Les obstacles pourront être levés, voilà. Les fraises, les okwagbare ne sont pas un obstacle? Non, ne sont pas un obstacle aujourd'hui parce que nos deux filles ont montré qu'elles avaient le potentiel et qu'elles entraient déjà dans le quota des 10 meilleurs. Donc, quand vous êtes parmi les 10 meilleurs, vous pouvez espérer quelque chose. C'est vrai que cela peut se jouer à des centièmes. Et un centième, c'est un souffle. C'est un souffle sur la ligne d'arrivée. Cela peut se jouer à un centième, mais touchons du bois et espérons que nos filles seront au top ce soir. Et la RTI vous retransmettra en direct. Et on à va partir donc veiller à et partir on croise les doigts. De 23h45, prenez rendez-vous sur RTI 1 pour suivre ces demi-finales et ces finales. Il y a aussi notre compatriote Meïté Ben Youssef qui a réalisé une belle performance. Nous allons regarder et poursuivre. Ben Youssef Meïté, s'il pouvait nous sortir quelque chose aujourd'hui, on apprécierait. Et lui aussi, et tous les supporters derrière leur écran. Être là. Allez, ça part avec un bon départ de Trayvon Bromel. Bromel qui se met tout de suite devant. Ben Youssef Meïté qui est dans le coup. Ben Youssef Meïté qui est là. Il passe avant tout le monde. Et mieux que se qualifier, il passe devant tout le monde. Ça, c'est une très bonne course. Je ne l'ai même pas vu partir mieux que les autres, mais après, dans le temps de... Voilà Meïté qui termine premier de sa série. Premier de sa série, et il faut aussi espérer avec Meïté parce que voilà, pour la première fois, un Ivoirien est descendu sous les 10 secondes. Pour ceux qui connaissent l'athlétisme, 10 secondes, c'est vraiment mythique au niveau du 100 mètres. Et Meïté a couru déjà cette année 3 fois le 100 mètres en dessous des 10 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'en entrant sous les 10 secondes, il rentre parmi les 8 meilleurs au monde. Donc, c'est la même chose pour Aouré, qui a fait une meilleure performance mondiale cette année. C'est déjà pratiquement l'équivalent de presque un record du monde, même si ce n'est pas matérialisé. Donc, Meïté a réalisé la même chose. Et là, quand on analyse sa course un peu, on voit qu'il en a sous le capot. Il a réservé un peu le reste pour les demi-finales. Donc, on a les chances de monter sur le podium. Il y a de fortes chances de monter sur le podium. Nous sommes en sport et en sport, tout peut arriver. Mais touchons du bois et espérons que nos garçons et nos filles seront au top au moment où il le faut. Parce que hier, on l'a vu, Laure Manoudou était super favori du 50 mètres nage libre et pour un souffle, il a loupé l'or. Donc, ne souhaitons pas la même chose à nos garçons et à nos filles. Espérons que pour ce soir, nous allons avoir la deuxième médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. Et donc, on attend pour jubiler, tout simplement, comme au temps de Gabriel Tiako. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Seydou Koulibaly. Merci. Nous allons donc poursuivre ce journal et cette fois-ci avec des femmes toujours, mais elles sont sous-officiers, gendarmes. Elles rivalisent avec les hommes. Tenez-vous bien, ces élèves sous-officiers en première année à l'école de gendarmerie ont démontré leur savoir-faire. C'était lors de la double cérémonie de baptême et de prestation de serment de 723 nouveaux gendarmes jeudi dernier. Abou Sanogo nous fait revivre les talents de ces femmes gendarmes. Au cours de cette cérémonie qui marque la fin de leur passage à l'école de gendarmerie d'Abidjan en tant que stagiaires, les élèves sous-officiers de première année de la promotion maréchal des logis chef Koné Brahima ont été baptisés par le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï. Une promotion qui compte en son sein 18 jeunes filles de la première promotion de sous-officiers de la gendarmerie nationale. Fait marquant au cours de cette cérémonie, ces élèves sous-officiers féminins ont fait montre de leur savoir-faire au même titre que les garçons au cours de différentes démonstrations, à savoir le démontage et remontage des armes, l'intervention professionnelle. À cela s'ajoute le défilé des troupes, démontrant ainsi qu'elles ont été formées dans le même moule que les hommes. La grande satisfaction vient du côté des filles. Du point de vue performance intellectuelle et physique, elles en font voir de toutes les couleurs aux hommes, leurs camarades de promotion. Ce n'est pas par hasard que le major de promotion, un homme, est entouré de 2 jeunes filles qui sont ses poursuivantes directes,
pour ne pas dire ses concurrentes. Pour rappel, les premières femmes officiers, au nombre de 4, sont depuis le mois de juillet 2015 sur le terrain. Et la première promotion des élèves sous-officiers féminins actuellement en formation dans les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogui est forte de 35 jeunes filles. Dans l'enseignement supérieur, le collectif des enseignants du privé ont levé leur mot d'ordre de grève après une rencontre avec le ministre de tutelle. Les enseignants ont fait une déclaration appelant tous les candidats au BTS à retirer leur convocation en vue de leurs examens. Nous écoutons le porte-parole des enseignants du privé. Chers camarades enseignants, ce vendredi 12 août 2016, de 17h25 à 20h, s'est tenue une rencontre entre Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le collectif des syndicats du supérieur privé et public de Côte d'Ivoire. Nos revendications concernant le paiement des oraux, des secrétariats, des primes de correction, des OMI 2014 et 2015 ont trouvé des solutions suivantes. 1. Paiement intégral des oraux. 2. Paiement intégral des secrétariats. 3. Paiement intégral des réclamations 2014. Les paiements débutent le jeudi 8 août 2016. Le chronogramme de tous ces paiements sera affiché dès le mardi 16 août 2016 à la DORES. Nous appelons tous les camarades à retirer leur convocation auprès de leur établissement respectif dès ce samedi 13 août 2016 pour participer pleinement aux examens du BTS 2016. Nous remercions Madame le ministre pour sa disponibilité et son engagement à apporter des solutions aux problèmes des enseignants. Ont signé le collectif des syndicats du supérieur privé et public de Côte d'Ivoire, le syndicat Solidarité, SG Tanoatu, le syndicat Sinesup, SG Yaoréné, le syndicat Sinesup, le secrétaire général Soumaro Drissa, le syndicat SIDESP, le secrétaire général Okei Kwaku, le syndicat Konesup, le secrétaire général Fossou Kwasi. Dans le domaine agricole, les meilleurs producteurs et acteurs de la filière anacarde de la région des Savanes ont été récompensés. Ces producteurs ont reçu plusieurs dons, notamment du matériel agricole, des appareils électroménagers ainsi que des produits pharmaceutiques. Valeur de tous ces dons pour récompenser le travail bien fait, environ 100 millions de francs CFA. La noix de cajou est vue comme l'une des spéculations agricoles qui pourrait faire reculer la paupérisation chez les agriculteurs dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans le district des Savanes, la société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, SCOPARES, célèbre et récompense les meilleurs producteurs et acteurs de la filière anacarde de sa zone de compétence. Si tout le monde reste d'attendre, l'État va venir nous aider là. Ça sera difficile, ce n'est pas facile, l'État peut venir taper toutes les portes. Tiens ça. Mais si nous-mêmes on se réunit, regroupés, on devient plus fort. Les heureux primés de cette deuxième édition expliquent les atouts qui ont joué en leur faveur. Souvent, Arlandais vient pour nous montrer comment on va faire. J'ai suivi ce qu'ils ont dit et j'ai vu que c'est très bon. Tu vas commencer à traiter en haut. Mais quand le mauvais insecte met, l'arbre a reçu bien, ça produit bien. Spécialisée dans la production et l'achat de noix de cajou depuis 2011, la SCOPARES est passée de 7 000 tonnes de noix de cajou en 2011 à 30 000 tonnes en 2015. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly, et le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, parrain de cette cérémonie, ont félicité les membres de la SCOPARES et encouragent son conseil d'administration. C'est pour vous inviter à faire davantage, à faire mieux. Et ceux qui n'ont pas été récompensés aujourd'hui, qu'ils soient des paysans modèles, qu'ils essaient de suivre ce que les autres ont fait, suivre les itinéraires, suivre les conseils des techniciens de l'agriculture. Au total, 9 agriculteurs ont été primés et la palme du meilleur producteur d'anacarde a été décernée à Seyina Fané de la région de la Bagoué. On les rencontre presque partout, mais très souvent dans les marchés. Ils n'hésitent ni à porter nos charges, quel que soit leur poids, ni à parcourir de longues distances avec ces bagages. Eux, ce sont les porteurs communément appelés Bella. Mais pourquoi cette dénomination? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment vivent-ils? Et surtout, d'où tirent-ils leur force physique? Élément de réponse avec notre reporter Maïsako.
C'est une autre journée de dur labeur pour Salif Guindo. Ce jeune homme d'une trentaine d'années, originaire du Burkina Faso, vient de parcourir pour la 5e fois près de 10 km à pied pour livrer plusieurs kilogrammes de produits vivriers. Il a parfois bravé la boue, le soleil et le vent pour arriver à destination. Guindo est porteur, un métier qui n'est pas de tout repos. Je transporte des caisses de choux et d'oignons. Pour les livrer, je fais le trajet entre la Carina au plateau et le marché Gourou. J'avoue que c'est lourd. Tu ne tombes pas malade? En vérité, c'est rare. J'ai parfois des courbatures, mais cela passe très vite. Ce travail herculéen, Guindo l'abat depuis plus d'1 an. D'où puise-t-il cette force qui lui permet de transporter des charges dont le poids peut parfois atteindre 1 tonne? Pas dans ses multiples bagues, assure-t-il. Ces bagues, c'est un secret difficile à expliquer. Tout compte fait, ces bagues nous protègent contre les esprits maléfiques et le mauvais sort. Non, ce n'est pas pour avoir de la force. En fait, nous avons une technique. Quand on charge, on évalue le poids de la marchandise en essayant de pousser la charrette en avant et en arrière. En faisant de la sorte, la poussée devient facile. Samba est également porteur. Il ne se limite pas aux techniques de port de charge. Pour lui, il est important de bien s'alimenter pour être en mesure de porter le maximum de charge. Son mets préféré, le wanche, un plat composé de riz et de haricots, affectionné par la majorité des porteurs. Bon, ça là, il me donne force, voilà, toute la journée, pousser au trot. Après avoir repris des forces, les porteurs reprennent leur brouette ou le plus souvent leur charrette, communément appelée wotro. Ce matériel coûte entre 30 et 50 000 francs CFA. Un montant trop élevé pour Guindo, qui préfère louer sa charrette à 1 000 francs CFA par jour. Avec cet engin, il gagne en moyenne entre 1 500 et 2 500 francs CFA par jour. Ici, à la gare de Kondousso, dans la commune d'Adjamé, Guindo porte des produits vivriers à 150 francs la caisse, la plupart du temps à la suite d'âpres négociations avec les commerçants. Non, mais c'est 100 francs, on pourra aussi, c'est 100 francs. C'est toi qui vas payer pour cette marchandise? Les porteurs sont majoritairement originaires de pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina Faso et même du Niger. Mais en termes de dénomination, ils sont tous appelés Bella. Les Bella, c'est vers du nord au Mali. Bon, les Bella, issus des baies, moutons. Arrivé ici, là, on dit, tout le monde dit Bella, Bella, Bella. On a des différences. Il y a Bella, il y a Kado, il y a Maraka, il y a Ivoirien. Tout le monde pousse au trou. Dans la pratique de leur activité, les porteurs appelés Bella rencontrent quelquefois des difficultés. Parfois, les gens nous accusent de les heurter avec nos charrettes. Lorsqu'ils s'énervent et commencent à nous insulter, nous leur demandons tout simplement pardon. Nous ne nous bagarrons jamais avec eux. Porter des charges très lourdes n'est pas chose aisée. Après une grande corvée, alors que le crépuscule pointe à l'horizon, certains porteurs emportés par la fatigue s'affaissent dans leur brouette, sans doute pour amorcer une longue soirée de repos dans l'attente d'un autre jour de travail acharné. Et c'était un reportage de Maïsako. Dans l'actualité politique, le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et les populations des régions des Grands Ponts et de l'Agnébi-Tiassa ont tenu une rencontre récemment à Abidjan. Les échanges ont porté notamment sur les actions de développement dans toutes ces régions, nous explique Thomas Kessambi. La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères bondée de monde. Les populations des Grands Ponts et de l'Agnébi-Tiassa s'y sont donné rendez-vous pour témoigner leur gratitude à un bienfaiteur, le ministre Albert Mabry-Touakus. Lui dire merci de vive voix pour ses nombreuses actions de développement et de cohésion sociale au bénéfice de leurs régions respectives. Notamment la construction du collège moderne de Gaumont et le parrainage l'an dernier du 10 prix de la réconciliation. M. Mabry a été à Gaumont. C'est ce qu'il a fait avec cette population. Il s'est rendu il y a moins d'1 an à Badasso. Il sait ce qu'il a fait pour cette population. Nous sommes venus donc pour lui dire merci. La rencontre a aussi servi de prétexte pour les têtes couronnées, pour exposer quelques doléances à leurs bienfaiteurs. En l'occurrence, l'adduction en eau potable du village de Babian dans le département d'Agboville. On m'a dit qu'à Babian, il y a un problème
Le ministre des Affaires étrangères a également exhorté les différentes communautés à continuer de resserrer les liens de solidarité et d'amour dans les Grands Ponts et la Niébitiassa, gage pour lui de tout développement durable. La classe politique ivoirienne était invitée à la Convention des démocrates à Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique. Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR, a participé à cette convention qui a consacré l'investiture d'Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidentielle des États-Unis d'Amérique. Gabriel Zani. La classe politique ivoirienne n'est pas restée loin de la convention démocrate américaine qui a consacré l'investiture d'Hillary Clinton en tant que candidate de l'un des plus grands partis des États-Unis. Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, était à Philadelphie en juillet dernier sur invitation du NDI, National Democratic Institute, une invitation qui se lit comme une initiation des leaders politiques à la démocratie telle que pratiquée aux États-Unis. De l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright à Seydou Dalem Diallo, figure de l'opposition guinéenne, Amadou Soumaoro a multiplié les rencontres avec les personnalités politiques américaines et africaines présentes à la Convention. Ce que nous devions retirer de cela, c'est le côté positif, le côté fair play, le côté, disons, de gestion de l'alternance, que l'alternance soit gérée dans la paix, l'alternance soit gérée conformément à des règles. Gagner une élection ne doit pas être compris comme la fin du monde, ou perdre une élection ne doit pas être comprise aussi comme le début des calamités. Les valeurs de liberté d'expression, de la presse, d'égalité et de progrès pour tous les Américains qui ont émaillé cette première phase de la campagne présidentielle ont convaincu Amadou Soumaoro de la solidité des institutions des États-Unis. C'est en ce sens que lors de rencontres avec les militants républicains ivoiriens vivant aux États-Unis, il a axé ses interventions sur l'union et la recherche de l'intérêt des Ivoiriens dans toute action politique. Nous souhaitons que ceci soit un facteur d'union, de renforcement de la cohésion entre vos militants de notre grand parti et de rassemblement autour de vos responsables, autour du délégué général, autour de vos secrétaires de section, autour de vos premiers responsables du parti. Des appels à la mobilisation en vue d'organiser les militants vivant aux États-Unis et au soutien des actions du chef de l'État en ce qui concerne le projet de la nouvelle constitution ont aussi marqué ces rencontres. Au Gabon, la campagne électorale est officiellement ouverte depuis ce samedi. La campagne va durer 15 jours. Il n'y aura pas de temps donc à perdre pour les 14 candidats en liste, dont le président sortant Ali Bongo et l'opposant Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président de la Commission de l'Union africaine. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août prochain. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force de protection de 4000 soldats au Soudan du Sud, malgré le refus de coopération du pays. Leur mission sera d'assurer la sécurité à Juba et de dissuader les attaques contre les bases de l'ONU. Émilie Touré, Abou Sanogo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi la résolution d'initiative américaine prévoyant l'envoi de 4000 casques bleus au Soudan du Sud. La décision a été soutenue par le Conseil de sécurité de l'Union africaine ce jeudi. Les voisins du Soudan du Sud l'ont demandé et cette résolution apporte une solution à cette situation d'urgence. Envoyer des troupes plus tard n'aidera pas la population qui veut quitter la ville de Djouba pour trouver de la nourriture en toute sécurité. Cette force de protection, constituée de troupes africaines, a pour mission d'assurer la paix et protéger les édifices stratégiques comme l'aéroport à Djouba, capitale du pays, en utilisant tous les moyens nécessaires. Secoué depuis des mois par des combats entre les forces gouvernementales du président Salva Kiir et celles du vice-président Riek Machar, le Soudan du Sud a fait savoir il y a quelques jours qu'il ne coopérerait pas avec l'ONU. De ce fait, une menace d'embargo sur les armes plane sur le pays, a affirmé le Conseil de sécurité de l'ONU. De l'autre côté du globe, un homme a mis le feu dans un train en Suisse aujourd'hui et poignardé des passagers. Le bilan fait état de 6 personnes blessées, dont un enfant. L'assaillant est un Suisse âgé de 27 ans.
En Syrie, plusieurs centaines de civils emmenés par les djihadistes du groupe État islamique dans leur fuite hier pour servir de bouclier humain ont été libérés. En se retirant donc du dernier quartier qu'ils contrôlaient encore à Mambi, les djihadistes ont amené avec eux près de 2000 civils, dont des enfants présentés comme des otages, mais plusieurs d'entre eux ont été libérés. Le chef de l'organisation État islamique en Afghanistan et au Pakistan a été abattu dans une frappe américaine en juillet à la frontière entre les deux pays. La plupart des troupes de l'OTAN ont maintenant quitté l'Afghanistan, laissant aux forces locales la responsabilité d'assurer la sécurité. Émilie Touré, Hervé Bly. La nouvelle de la mort du chef de l'organisation de l'EI en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïd, est tombée avec un mois de décalage. Il a été tué le 26 juillet dernier par un tir de drone américain en territoire afghan. Cette attaque de drone a eu lieu moins de 6 mois après la première frappe ayant, elle, coûté la vie à Abdul Raouf Kadim, soupçonné d'être le numéro 2 de l'EI dans le pays. En juillet 2015, les autorités de Kaboul en Afghanistan pensaient déjà avoir abattu Hafez Saïd. C'était 6 mois après sa nomination à la tête de la province du Khorasan. La plupart des troupes de l'OTAN ont maintenant quitté l'Afghanistan, laissant aux forces locales la responsabilité d'assurer la sécurité. Bienvenue dans la page culture. Commençons par cette toile pour l'émergence, qui est un programme artistique initié par l'Union des jeunes peintres Étoiles du futur. Cette organisation a associé à ce programme des membres du gouvernement. 23 ministres se sont donc prêtés au jeu. Ces ministres ont exprimé leur vision de l'émergence à travers la peinture. Voyons cela avec Davis Oyo et Serge Coléa. Commencé en 2014 lorsque l'Union des jeunes plasticiens Étoiles du futur décide d'initier les membres du gouvernement à la peinture. Le thème « Une toile pour l'émergence en 2020 » vise à amener ces ministres à traduire sur tableau, tablier au cou et pinceau en main cette vision du chef de l'État. Tour à tour, 23 ministres vont se prêter au jeu. Chacun y va de son inspiration. Des talents artistiques en veilleuse qui vont se révéler avec le coaching des jeunes plasticiens. Plus de 2 ans de labeur pour donner ce vernissage. D'une toile à une autre, les ministres expliquent leurs œuvres. Vous avez des hommes, des femmes, mais vous avez également des personnes porteuses de handicap. Et comme il s'agissait pour nous de viser l'émergence, eh bien, tous ceux qui vivent sur l'ensemble du territoire ivoirien devraient avoir une vraie protection sociale pour le bonheur de chacun. Le drapeau. Les hommes face au drapeau, regardant dans la direction de l'émergence, qui est le soleil. Nous sommes dans un pays qui souffre de déforestation. Il faut donc mettre l'arbre en exergue. Mais également, on a besoin de cohésion. Donc, vous voyez un homme et une femme et le soleil qui est source de puissance parce que la Côte d'Ivoire veut être émergente. Et je pense que c'est un excellent tableau et qu'on peut le vendre à 30 millions de francs CFA. Les membres du gouvernement, comme on peut le voir, ont rivalisé d'imagination et de créativité. À l'horizon 2020, ça va être ça. L'Internet haut débit partout, ça va être des équipements partout, dans les ménages, dans les écoles. Puis vous voyez des ondes positives sur la Côte d'Ivoire. Cette toile représente les échanges entre les êtres humains de toute société, de toute race, de toute culture, de toute religion. L'arbre a ses racines dans le sol. C'est toutes nos richesses du passé, notre histoire, notre patrimoine. Et bien enracinés, nous pouvons nous élever le plus haut possible et être ouverts au monde entier. C'est donc l'émergence par la culture. Paris réussi pour l'Union des jeunes plasticiens, initiatrice de ce programme artistique. Les ministres ont été récompensés pour les efforts déployés. Maurice Kwaku-Bandaman a annoncé que ces 23 tableaux feront l'objet d'une vente aux enchères. Les bénéfices de ces toiles aux signatures ministérielles serviront à aider la fondation Children of Africa. Et on parle maintenant de la 3e édition du Festival de la poterie Mangoro, des expositions pour faire connaître le savoir-faire du peuple Mangoro en matière de poterie. Kades Ogodogo.
La poterie Mangoro, un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération, est objet depuis quelques années d'un festival. Une plateforme pour faire connaître la poterie sous toutes ses formes. Pour les initiateurs, l'attachement des Mangoro à cet art peut symboliser le développement dans cette partie du pays. Il s'agit pour nous, à travers la culture, de réinventer notre futur. Ma conviction est établie quant au rôle précurseur que la culture portée et vivifiée par une jeunesse consciente, attentive aux valeurs naguère portées par les anciens. À ce festival, plusieurs variétés de poteries sont exposées. Un tour dans les rayons n'a fait que conforter le maire de Katiola dans sa volonté de traverser toutes les frontières avec cette richesse culturelle. C'est de continuer de faire la promotion et la publicité de cette poterie qui vient d'ici, de réfléchir à des émissions télévisées, de réfléchir à des partenariats avec notamment par exemple la porcelaine de Limoges. À ce titre, je voudrais dire que nous sommes en contact avec le conseil municipal de Limoges et nous voulons établir un partenariat. Cet important rendez-vous de la poterie sera accompagné durant toute une semaine par des chants et danses, d'autres richesses propres au Mangoro de Katiola. Notre invité de la page culture de ce samedi est Maker Eti, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Professeur de lettres modernes de formation, Maker Eti, critique littéraire, est romancier et poète. Il est auteur de 5 œuvres littéraires, dont Les larmes de Dieu, sa 3e publication. Dans ce roman, l'auteur évoque une cérémonie mystique qu'est le Dambri, une cérémonie à laquelle religieux, athées, animistes et païens ne peuvent résister. Une cérémonie qui fait, tenez-vous bien, couler les larmes de Dieu. Mais pourquoi? Notre invité répond maintenant à nos questions. Bonsoir, Monsieur Maker Eti. Bonsoir, madame. Alors, Les larmes de Dieu, c'est un titre qui suscite de nombreuses interrogations. Oui, je suis artiste. Dieu peut-il couler des larmes? Oui, je suis artiste et il faut appréhender ce titre d'un point de vue artistique. C'est une expression imagée, une expression hyperbolique, une façon d'attirer l'attention, de choquer même. Mais en réalité, c'est pour montrer que Dieu souvent devient triste, se chagrine devant les frasques de ses créatures. Alors, qu'est-ce qui a attristé Dieu? Ce qui a attristé Dieu, c'est que dans ce roman précis, les hommes, et précisément les Africains, se sont écartés de sa voie. Ils se sont laissés entraîner, séduits par des pratiques mystiques, de la magie par exemple. Et la fête de Dambri, puisque c'est ce qui fait couler les larmes de Dieu, oui. Cette fête que vous décrivez dans votre ouvrage ressemble bien à une autre fête qu'on appelle le Dipri. Je ne suis pas à Bidji, mais je pense que je prononce bien. C'est ce qui vous a inspiré? Oui. Cette fête, parmi tant d'autres fêtes, mais comme je suis originaire de cette région, de effectivement, de Sikensi, je me permets de le dire. Sikensi et précisément de Badasso. Et cette fête, effectivement, m'a influencé. D'accord. Nous allons regarder pourquoi Dieu coule les larmes et puis nous allons poursuivre notre entretien. Les larmes de Dieu face à une Afrique incapable de prendre son destin en main. La tristesse de Dieu devant son peuple qui adore le faux et le mal au détriment de la lumière et de la vérité. Les larmes de Dieu, une œuvre d'Eti Maker. 215 pages qui transportent le lecteur au cœur d'une cérémonie, le Dambri. À l'origine, une fête culturelle de purification qui annonçait un changement de saison. Une cérémonie désormais dépourvue de son sens. Au fil du temps, le Dambri est devenu la célébration et l'apologie du mysticisme, de l'occultisme. Un changement qui ne laisse pas Ndiès indifférent. Ce fils de la région se donnera corps et âme pour rétablir le Dambri originel. Commence alors pour lui un rude combat, un combat au cours duquel il perdra sa mère et son cousin. N'ayant que sa foi chrétienne comme seul bouclier, Ndiès viendra à bout de cette lutte avec l'aide de Dieu. Loin d'être une œuvre d'évangélisation, Les larmes de Dieu est un hymne à l'éveil de l'Afrique pour l'abandon de certaines pratiques qui la mettent en retard, selon l'auteur. Eti Maker est l'actuel président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il est à sa 3e œuvre. Et c'était un récit de Sita Soro. Alors, M. Eti Maker, dites-nous, pourquoi considérez-vous le Dambri comme une fête diabolique? Oui, je crois que
Le Dambri à l'origine est une fête normale, une fête africaine avec toutes les valeurs qu'elle véhicule. Mais petit à petit, il y a des forces mystiques qui ont réussi à introduire des germes dans cette fête pour lui donner une dimension magique. Quels sont ces germes? Parce que vous dites que cette fête-là, ces pratiques traditionnelles appauvrissent l'Afrique. Oui, il s'agit que les gens avec un couteau, par exemple, s'entaillent, se blessent, et avec des feuilles magiques ou du kaolin, réussissent à faire disparaître ces plaies. On peut mettre ça au nom de la culture, ça fait partie de nos traditions. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le problème, c'est que tous ces initiés sont des gens misérables, sont des gens pauvres, sont des gens dont les enfants sont incapables de dépasser, par exemple, l'étape du CM2. Et on a noté que c'est ceux qui ne sont pas initiés qui ont des enfants qui réussissent à faire de longues études. On a l'impression qu'il y a un pacte entre les initiés et la rivière sacrée dont je parle dans l'œuvre. Et c'est là qu'il a le problème. Donc c'est le fond en fait que vous touchez. Alors est-ce que les miracles que font les initiés ne peuvent-ils pas servir les Africains? Oui, c'est ce qui devait se faire normalement. Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas cela. Dans ces villages, mais dans ces régions, les gens meurent de coups de fusil, les gens meurent de blessures à bas de couteau. Alors aussi, ces gens étaient vraiment puissants. Je pense que dans ces régions, on ne devait pas mourir sur un coup de blessure. Or, cela se passe. Oui. Vous développez une idéologie qui semble prendre en contre-pied celle des pionniers de la négritude, qui plaide justement pour un retour aux sources. Oui, j'assume pleinement. Je crois que la négritude, c'est un moment de l'histoire de l'Afrique. Il fallait, dans ce moment de désespoir, amener les Africains à revenir à leurs sources. Je suis totalement d'accord. Mais avec le recul, avec le temps, on doit se rendre compte que toutes les sources ne sont pas bénéfiques. Il y a même des sources mortelles. Donc, cette mise en question, cette mise en cause nous aide à nous révéler, à avancer. Alors, donc, comment faire sécher les larmes de Dieu? En pratiquant toujours ces traditions. Oui, les traditions, c'est normal que nous ayons nos traditions, mais seulement lorsque, dans ces traditions, il y a un pan qui nous dessert, il y a un pan qui nous tire vers le bas. Je pense qu'il faut écarter ce pan-là sans complaisance. D'accord, il y a votre héros, Nguès, qui est un chrétien et qui a combattu et vaincu cette pratique ancestrale. Et ce fut un combat de longue haleine. Oui, effectivement, lorsque vous dérangez les forces du mal, évidemment, vous mettez votre vie en danger. Mais se fondant sur sa foi, Nguès est allé au bout de son itinéraire. Et c'était un chrétien. C'est un chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout de suite, il faut que je fasse une mise au point. Ce n'est pas un livre d'évangélisation. Il fallait que celui qui lutte contre les forces du mal s'appuie sur une force. Il se trouve que mon héros est un chrétien. Alors donc je peux m'appuyer sur mes amulettes, vous voulez m'aider? Je peux aussi m'appuyer sur mes amulettes pour combattre les forces du mal? Tant que ces amulettes ne vous desservent pas, ne vous appauvrissent pas, ne vous rendent pas, ne vous réduisent pas en esclaves, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on se réfugie derrière les guigris des amulettes et que nous devenons esclaves de ces forces-là, c'est là qu'il y a un problème. D'accord. Alors, Nguès gagne le combat contre la confrérie, mais il va perdre sa mère, il va perdre son cousin. Est-ce que cela ne donne pas un arrière-goût amer à sa victoire? Oui, je comprends. Cette question m'a été souvent posée, mais l'itinéraire de Nguès ne peut pas être comme une rivière tranquille qui coule sans problème. Et puis rien ne dit que c'est parce qu'il est en train de combattre les forces du mal que sa mère est morte. Rien ne dit que ce sont les sorciers qui ont éliminé sa mère. Certains analystes pensent que c'est le chagrin qui a tué la vieille. Donc il y a eu un combat rude? Oui, et puis c'est normal qu'on puisse perdre quand même quelques plumes pendant un combat aussi difficile. D'accord. Et ce qui est bon à la fin, c'est que Nguès a remporté la victoire. Alors, on va parler de l'Afrique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Alors, l'Afrique peut-elle véritablement faire sécher les larmes de Dieu avec ses pratiques traditionnelles? C'est la dernière question. Mais tout dépend des Africains. C'est ce que je disais tantôt. Est-ce qu'on peut être aussi développé un jour? Parce que quand on vous suit, on est appauvri à cause de ces pratiques. Oui, ces pratiques font partie des raisons. Ce n'est pas les seules raisons. Je pense et je suis confiant qu'un jour, l'Afrique va rebondir. Mais avant cela, il faut qu'elle se mette en cause. Il faut qu'elle écarte tout ce qui la tire vers le bas. C'est cette mise en cause, cette prise de conscience,
ce questionnement, ce bouleversement que nous n'avons pas encore réussi à faire. Je ne dis pas que ce sont les traditions qui nous retardent. D'accord. Alors, vous êtes le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Vous avez certainement des ambitions pour tous ces écrivains. Oui, évidemment. En 2 phrases pour terminer. C'est pour cela que nous avons fait une investiture le 30 juillet. Et notre ambition, c'est de rassembler les écrivains, c'est de faire de sorte que la mission qui est définie par nos textes, qui se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est animer la vie littéraire. Le deuxième axe, c'est de promouvoir la lecture et les livres. Et le troisième axe, de défendre les intérêts des écrivains. Merci et toutes les activités que nous allons organiser tiennent compte de ces axes-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Makereti, d'avoir été notre invité de la page culture et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Vous l'avez aussi compris, ce journal est terminé. Merci à toute l'équipe de réalisation, à la chef des éditions Victorine Oyaouyobwe. Merci à vous tous de continuer à nous suivre à travers le monde.